Salut tout le monde, on est au chapitre 8 de Demain les chats. Alors, le chapitre 8, drogue lumineuse. On est à 18% du livre. Et c'est parti. Nathalie ronfle la bouche ouverte, les cheveux ébouriffés, les paupières légèrement frémissantes. Je me mets à ronronner près de ses oreilles. Dors, servante humaine, pendant que tout le monde est en train de s'effondrer sous le coup du terrorisme et de la guerre. Ne t'inquiète pas, Pythagore et moi, nous sommes là, instruits et prêts à agir. Alors que l'aube se lève, je décide d'entamer moi-même un petit somme afin de réunir mes idées et mes forces. Je m'installe dans mon panier et plonge lentement dans le soleil en pensant à Pythagore. Je n'arrive pas à croire qu'il suffit d'avoir un trou dans la tête pour comprendre les hommes. Non, il y a forcément autre chose. Il a parlé d'un secret. Je veux le découvrir. Pythagore connaît les noms et les usages des objets humains, les noms des animaux, la signification du comportement des hommes. Moi, je ne connais que le nom des personnes qui m'entourent. À force de les entendre répéter, je finis par m'endormir complètement. Dans mon rêve, je vois des poissons comme Poséidon sortir de l'eau pour ramper sur le sol dur. Je les touche avec ma patte, puis je vois ces poissons se transformer en lézards. Je les attrape et je leur coupe la queue. Mais celle-ci repousse. Ensuite, je vois les lézards grandir pour devenir géants. Je m'enfuis, puis une étoile filante vient frapper la terre. Le ciel devient noir et tous les grands lézards meurent. Apparaissent alors, sortant des herbes, des petits et des grands humains, et des petits et des grands chats. Les grands humains sont évacués par les petits humains. Les grands chats sont repoussés par les petits chats. Les petits humains nourrissent les petits chats qui les aident en tuant des souris qu'ils offrent aux humains. Et ceux-ci les remercient en retour en s'endormant dans des trous sous terre à leur côté. Puis, dans mon rêve, apparaît Pythagore, poursuivi par un chien. Je le sauve et nous faisons l'amour. Pythagore me mord le cou. Je suis réveillé par la sonnerie de la porte d'entrée. Je bâille, m'étire, me sens parfaitement bien. C'est encore Thomas, le mâle de ma servante. Celui-là, je ne l'aime décidément pas. Ils parlent dans leur langage d'humain. Puis vont dans la cuisine pour manger des aliments marrons qui sentent la viande chaude, accompagnés de rubans blancs et mous qui ne sentent rien. Ensuite, ils plongent leur cuillère dans des pots de crème jaune qu'ils mangent goulûment. Ma servante pense à me nourrir, ainsi que Félix, mais je sens qu'elle vibre différemment du fait de la présence de son mâle. Pour ma part, j'attends la nuit pour retrouver le mien. Je décide de tourner autour de leurs jambes pour me frotter contre eux et les imprégner de mon odeur. Comme ils continuent de manger sans me prêter attention, je sors mes griffes et racle le bois de la chaise. Thomas consent enfin à s'intéresser à moi. Il prononce mon nom et sort de la poche de sa veste un tube argenté. Il répète mon nom, puis soudain fait jaillir de son tube un rond de lumière rouge qui vient illuminer le sol. Non, non seulement c'est très beau, mais en plus cela bouge dans tous les sens d'une manière qui est loin de me laisser indifférente. Je bondis, mais à peine l'ai-je approché que le rond rouge est parti sur le mur. Je saute bien haut, le rond rouge est sur le rideau. Je tente d'attraper le rond sur le rideau, sur la chaise, puis sur le divan, puis devant moi, puis loin de moi, puis au plafond, puis sur ma propre queue. Cette fois-ci, je ne veux plus le laisser filer, alors je mords très fort ma queue, ce qui me fait hurler de douleur. Le rond rouge a disparu. Les deux humains me montrent du doigt et font des clappements de bouche très bruyants. Je suis vexé,
silence pendant qu'à nouveau, ayant fini de manger, les deux humains vont s'installer dans le salon pour scruter une fois de plus leur abominable télévision. J'observe moi aussi la succession d'images. Maintenant, grâce à Pythagore, je sais que ce sont des humains qui s'entretuent très loin, dans notre ville. Les scènes de guerre sont entrecoupées par l'intervention d'un présentateur assis qui parle sur un ton monocorde, épaules carrées, poils laqués sur la tête, comme s'il n'était pas vraiment concerné par les images choquantes qui défilent. Il sourit en permanence. Cette fois-ci, Nathalie se domine et aucun liquide ne coule de ses yeux. En fait, je crois qu'elle commence à s'habituer à la violence. Puis apparaissent à nouveau des images de football et je les sens complètement excités. Thomas parle en direction de la télévision. Il se lève, soupire, semble vivre quelque chose d'émotionnellement bien plus fort que la guerre. Je profite de cette diversion pour opérer sans plus attendre mes représailles et uriner dans ses chaussures qu'il a déposées dans l'entrée, comme à son habitude, pour ne pas salir. Ensuite, je m'installe dans un endroit hors de portée, le sommet du réfrigérateur, et j'attends. Lorsque Thomas découvre mon petit cadeau, arrive ce que je supporterai. Ce que je supporterai. Il crie, court, tape du pied, s'énerve, montre les chaussures, prononce mon nom sur un ton franchement hostile. Nathalie lui répond par des phrases où mon nom est à nouveau répété, mais de manière beaucoup plus sympathique. Cela ne le convainc pas. Il me cherche partout et je me recroqueville un peu plus pour qu'il ne me voie pas. Le ton monte entre les deux humains. Thomas est de plus en plus agressif. Finalement, il sort de la maison en chaussettes, ses chaussures à la main et claque la porte. Après un instant d'hébétude, ma servante tombe dans le fauteuil et se met à pleurer. Je descends du réfrigérateur et, à petits pas, m'approche. Je monte sur ses genoux et frotte mon nez contre le sien. Mais elle ne veut pas m'embrasser. Je me mets à ronronner, en mode basse fréquence, quelque chose qui signifie « ce mal est indigne de toi ». Nathalie continue d'émettre une émotion triste. Alors je lèche ses larmes sur ses joues et ronronne une autre idée. Par contre, tu pourras toujours compter sur moi. Comme elle ne me semble toujours pas apaisée. Je me dis que le mieux est de lui faire comprendre qu'il faut chercher d'autres mal. Je pense que dans sa catégorie d'humains, elle doit plaire. Personnellement, je trouve tous les humains très laids, mais s'ils se livrent à des actes de reproduction, j'en conclus qu'ils doivent bien se trouver mutuellement un charme quelconque. Je lui explique que pour ramener des mâles, ce n'est pas compliqué. Il suffit de se promener hors de la maison et de marcher en montrant bien son fondement. S'il est rose et un peu boursouflé, cela participe à l'effet d'être attractif. L'émission d'odeur sexuelle et le message parviennent au mâle humain en manque, qui accourt pour des saillies. Non seulement elle ne me comprend pas et se refuse à exhiber son fondement en hurlant sur les toits comme je lui conseille, mais elle continue de dissimuler sa chair sous plusieurs épaisseurs de tissu. Il y a encore beaucoup de travail pour améliorer notre communication. Et comme si cela ne suffisait pas, Nathalie accomplit à nouveau le pire. Elle allume une cigarette. Je ne la comprendrai jamais. Pourquoi se mettre volontairement de l'air sale dans les poumons? Écœuré et refusant que mon poil s'imprègne de cette odeur ignoble. Je monte au deuxième étage et profite que la porte-fenêtre du balcon soit ouverte pour me placer en l'endroit où j'ai vu Pythagore hier. Je miaule pour l'appeler, je module plusieurs notes, enfin sa silhouette apparaît. D'un signe, nous convenons d'aller au Sacré-Cœur, discuter en hauteur. Lorsque nous nous retrouvons dans la rue, nous nous touchons le front, nous frottons la truffe, puis nous mettons en route. Arrivés sur place, nous grimpons au sommet de la plus haute tour. Il fait froid et le vent, ce soir, est encore plus fort que la première fois. Je suis tout ébouriffé, mais il est hors de question que nous allions ailleurs.
éveillé par une lumière rouge, lui dis-je. Un laser. Moi-même, je me suis déjà fait avoir. Il faut beaucoup de volonté pour y résister, mais avec un peu d'entraînement, certains y parviennent. Et en plus, ils produisent des clappements avec leur bouche. Ça s'appelle rire. Je change de sujet. Qu'est-ce qui pousse les humains à s'entretuer avec une telle frénésie? Il y a plusieurs raisons. Acquérir des territoires plus larges, voler les richesses de leurs voisins et leurs jeunes femelles fécondes, les convertir à la religion de leur dieu. C'est quoi un dieu? Il s'agit d'un personnage imaginaire. Il est représenté le plus souvent sous la forme d'un géant qui vit dans le ciel. Il a une robe blanche et une barbe. C'est lui qui édicte ce qui est bien et ce qui est mal. C'est lui qui juge. C'est lui qui décide de tout ce qui va arriver aux humains. Et tu dis que c'est un personnage qu'ils ont inventé. Ils ont suffisamment de goût pour les personnages imaginaires pour être prêts à tuer ou à mourir pour lui. En fait, pour être juste, Dieu est depuis quelque temps la raison principale du terrorisme et des guerres. Mais tu m'as dit qu'aucun humain ne l'avait rencontré. Pour nous, les chats, cela peut évidemment paraître illogique, mais il semblerait qu'ils aient créé Dieu parce qu'ils ne supportaient pas d'être libres et responsables de leurs propres actes. Grâce à cette notion, les humains peuvent se percevoir eux-mêmes comme des êtres qui ne font qu'obéir à un maître. Tout ce qui arrive est sa volonté. C'est également un moyen pour les religieux qui prétendent parler en son nom d'assujettir les esprits les plus faibles. Nous, les chats, nous sommes capables de nous sentir responsables de nos actes et nous sommes capables de supporter d'être libres. Nous n'avons pas besoin d'imaginer qu'un chat géant dans le ciel nous surveille. Je réfléchis à ces propos en me léchant. Je ne tiens personne d'autre pour responsable de ce qui m'arrive. Je tente toujours seul d'améliorer ma vie. Pythagore semble avoir perçu ma pensée, car il enchaîne. Pourtant, il reste quand même des raisons de craindre le ciel. Dans le passé, la mort a frappé d'un coup partout dans le monde. Il y a eu 5 grandes extinctions. Ce sont des moments où presque tout ce qui vivait a péri. La dernière a frappé il y a 66 millions d'années. Il a vu disparaître 70% des animaux, dont les dinosaures. Et une 6e grande extinction d'espèces pourrait avoir lieu selon toi. Le terrorisme, la guerre, les humains ont désormais le pouvoir de détruire massivement et rapidement. Ce qui se passe actuellement révèle qu'ils sont comme toi face à ta première rencontre dans le miroir. Ils veulent anéantir ce qui est similaire. N'ayant plus d'adversaires, ils ont retourné leur agressivité contre eux-mêmes. Je secoue la tête et il développe son idée. Je me suis même demandé si le fait d'être trop nombreux sur cette planète ne les poussait pas inconsciemment à réduire leur nombre afin de préserver les autres espèces. Pythagore se lèche les pattes et les passe l'une après l'autre derrière ses oreilles. Je suis impatiente d'avoir la suite du récit. Es-tu prête pour ta 2e leçon d'histoire, Bastet? Je me tasse sur mes pattes et replie ma queue sous mon ventre dans une position confortable. Après Chypre, l'Égypte, c'est un pays lointain et chaud, en grande partie désertique, un pays où, en 2500 avant Jésus-Christ, c'est le nom d'un homme dont la naissance est un repère dans le temps. Il est né il y a 2000 ans, donc en 2500 avant Jésus-Christ. Il y a 4500 ans, cette civilisation égyptienne a créé une religion fondée sur le culte de Sekhmet, la déesse à tête de lion, mais les lions avaient tendance à dévorer les prêtres qui les nourrissaient. Il y eut tellement de morts que les Égyptiens inventèrent une sœur à Sekhmet, une déesse à tête de chat qu'ils nommèrent Bastet. Mais c'est moi, je porte le nom d'une déesse égyptienne, jadis vénérée par les humains. Les Égyptiens s'étaient aperçus que les chats étaient plus intéressants que les lions, d'abord parce qu'ils étaient moins encombrants, moins compliqués à nourrir et se laissaient plus facilement caresser. Ensuite,
parce qu'ils chassaient une plus grande quantité de souris et de rats. Donc, ils protégeaient mieux les réserves de céréales. Enfin, parce qu'ils protégeaient aussi les maisons des scorpions, des serpents et des grosses araignées venimeuses. J'essaye d'imaginer ce monde où les hommes créaient des temples pour nous vénérer. À l'époque, ils nous appelaient Miaou. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans la plupart des pays, nous avons été nommés avec des mots à sonorité proche de notre cri. Continue. Sur Basté, je veux savoir ce qu'elle représente. Elle était la déesse de la beauté, normale, et de la fécondité, évidemment. Le culte de Basté était pratiqué en particulier dans le temple en granit rouge de la ville égyptienne de Bu-Basti. Ce temple était peuplé de centaines de chats, et une fois par an se déroulait une grande fête où des dizaines de milliers d'humains venaient de partout pour glorifier la déesse et lui offrir des cadeaux. Ça me convient. Les humains dansaient, chantaient, en psalmodiant sur tous les tons le nom de Basté. Ils mangeaient, buvaient et étaient heureux dans la vénération de la déesse à tête de chat. Finalement, ça ne me déplaît pas tant que ça la religion. Basté était aussi censé soigner les maladies des enfants et veiller sur le cheminement de l'âme des morts. Les femmes égyptiennes voulaient d'ailleurs ressembler physiquement à des chattes. Elles se faisaient des scarifications sur les joues pour imiter nos moustaches, des incisions sur les bras dans lesquelles elles versaient quelques gouttes de sang de chat dans l'espoir de prendre notre beauté et notre intelligence. Quelle époque intéressante! Les Égyptiens habillaient aussi nos ancêtres comme eux. Ils leur mettaient des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Quand ils mouraient, les chats égyptiens de l'époque avaient droit à leur propre funérailles, même si leurs serviteurs étaient encore vivants. Les humains, en signe de deuil, se rasaient les poils des sourcils. Les chats morts étaient momifiés, leur corps entouré de bandelettes et leur visage recouvert d'un masque les représentant. Incidemment, je déduis de ce que me dit Pythagore que nous aussi, nous pouvons mourir. C'est un humain faisant du mal à un chat, il était fouetté. S'il tuait un chat, il était égorgé. J'adore ce pays, existe-t-il toujours? L'Égypte figure bien sur la carte du monde aujourd'hui, mais la civilisation qui a porté ses valeurs a disparu, précisément à cause de la guerre. En 525 avant Jésus-Christ, le roi des Perses, Cambyse II, assiégea la grande ville de Péluse sans parvenir à la prendre. Quand il apprit que les Égyptiens vénéraient les chats, il ordonna à ses soldats d'attacher sur leurs boucliers des chats vivants. Ce n'est pas possible. Ainsi, les Égyptiens n'osèrent plus tirer de flèches qui risquaient de blesser leurs animaux sacrés et préfèrent se rendre sans combattre. Cambyse II s'autoproclama nouveau pharaon, fit supplicier l'ancien et mit à mort tous les prêtres et les aristocrates égyptiens. Il détruisit tous les temples, y compris celui de Bu-Basti, dédié à Basté, et ordonna qu'on sacrifie aux dieux perses les chats Oni qui peuplaient les lieux. Ainsi s'éteignit le culte des chats et de Basté en Égypte. Quelle horreur! Je me lèche et j'ai l'impression d'arracher à ma fourrure la saleté de cette triste histoire. Pourquoi les hommes s'autorisent-ils à décider de notre sort? Parce qu'ils sont plus forts que nous. Je suis pourtant la maîtresse de ma servante humaine. Tu te trompes, ce sont eux qui ont le pouvoir. Et ce, pour plusieurs raisons. La première est qu'ils sont plus grands. La deuxième est qu'ils sont dotés de mains avec des pouces opposables qui leur permettent de fabriquer des objets très compliqués et très puissants. Le troisième est qu'ils vivent en moyenne 80 ans, alors que nous mourrons au bout de 15. Cela leur donne plus d'expérience. Enfin, la quatrième est qu'ils dorment environ
indirectement, par son travail personnel, contribuer à la production, à la création ou l'entretien de quelque chose. Dans ma tête, toutes ces informations se bousculent et, une fois de plus, je me demande comment ce chat peut avoir une telle connaissance du monde humain. Alors, je serai moins intelligente que ma servante. Tu as surtout beaucoup à apprendre. Mais c'est assez pour aujourd'hui. J'ai envie de rentrer à la maison et de réfléchir seul à toutes ces choses étonnantes et merveilleuses. Je retiens surtout que je porte le nom d'une ancienne déesse égyptienne, représentée par une femme à tête de chat que tous les humains vénéraient. Et voilà, c'est la fin du chapitre 8. Chapitre 9. L'horreur du travail. Je rêve que je suis Bastée, la déesse à corps humain et à tête de chat. Je suis dressé sur mes 2 jambes, je suis vêtu d'une robe bleue et orange. Mon cou et mes poignets sont ornés de larges bijoux. J'ai de jolies mains roses dépourvues de griffes et de coussinets, mais dotées de doigts articulés qui évoquent des pattes d'araignée. Autour de moi, dans le temple de Bubastis, se tassent des milliers d'humains qui scandent mon nom. Bastée, Bastée. Au lieu d'avoir une servante, j'en ai des centaines. Toutes m'apportent de la nourriture, des bacs remplis de souris souris encore frémissantes, des soucoupes de lait, des assiettes de croquettes. Parmi les humains qui viennent me faire des offrandes, il y en a un qui attire particulièrement mon attention. Il a le corps d'un humain et la tête de Pythagore. Je le prends par la main, puis m'approche jusqu'à ce que nos bouches se touchent pour que nous puissions mêler nos langues. Je trouve cela moins désagréable que je ne l'aurais pensé au premier abord. Pythagore me chuchote à l'oreille. Ta servante part tous les matins au travail. La longévité des humains est de 80 ans, alors que nous mourrons au bout de 15. Ainsi va le sens de l'évolution. Les poissons, les dinosaures, les humains. Puis il me montre la foule de nos adorateurs et miaule. Et après eux, à qui le tour? Les offrandes de nos adorateurs égyptiens affluent encore, mais soudain surgit un homme vêtu d'un costume bizarre. Il a le visage de Thomas et entouré d'hommes armés qui ont des boucliers sur lesquels sont attachés des chats qui se débattent et miaulent. Ces chats sont tués dans la bataille inégale qui oppose nos adorateurs et ces hommes en armes. Puis les assaillants tuent nos servantes, détruisent nos statues géantes, assassinent Pythagore. Alors, je me sens triste et, comme une humaine, j'ai de l'eau salée qui sort de mes yeux. Je suis réveillé par Félix qui me lèche les paupières pour le punir d'avoir bravé l'interdit et de s'être approché de ma couche. Je le gratifie d'un coup de griffe sur la joue et il n'insiste pas et adopte une position de soumission. Je me redresse, saute au sol, m'étire, bâille, me lèche pour enlever sa salive. Je me suis levé assez tôt pour voir ma servante qui s'apprête à sortir. Je suis très intrigué, alors je décide de la suivre à l'extérieur pour voir en quoi consiste précisément son travail. Quand elle claque la porte, je passe par la chatière. Me voici dans la rue. La seule fois où je me suis éloigné de ma maison, c'est lorsque j'ai fait en sorte que le chien qui menaçait Pythagore me poursuive. Mais je n'avais alors pas tellement eu le temps d'en profiter. Le trottoir du matin est rempli d'odeurs d'urine et d'excréments de chiens, aucune odeur de chat. Tout autour de moi, il y a des humains qui marchent vite. À un moment, ma servante descend dans un tunnel où je continue de la suivre discrètement. Il y a des centaines d'humains qui grouillent en faisant claquer leurs semelles. Je me faufile entre les bas et les pantalons. Personne ne prête attention à moi. La foule s'arrête devant une fosse et attend là, immobile. Tout à coup, un grand bruit résonne dans le fond du tunnel sombre. Je me demande
a toujours le regard fixe, les mains ballantes. Elle ne bouge pas, on dirait presque qu'elle dort debout. Impossible de mon côté de m'assoupir, tant il y a de bruits désagréables. Les portes qui se ferment et les grincements du métal. De temps en temps, la bête s'arrête, ses flancs s'ouvrent encore, et d'autres humains en sortent ou entrent, parfois les deux en même temps, en se bousculant. Enfin, Nathalie descend du monstre et chemine dans un tunnel qui se termine par un escalier remontant à la surface. Elle avance vite, s'arrête pour laisser passer des voitures, change de trottoir, évite des déjections de chiens, marche d'un pas de plus en plus vif. Je trotte toujours discrètement derrière elle. Elle rejoint un lieu étrange plein de sable et de boue au sol. Sur une vaste étendue sont disposés des véhicules parfois très gros qui lâchent des fumées noires et de fines tours métalliques qui soulèvent des tringles. Au milieu circulent des humains portant tous un casque jaune. Nathalie rejoint un groupe et leur secoue la main en prononçant son nom. Elle enfile à son tour un casque jaune et donne des indications à d'autres humains qui transportent des cubes gris, des morceaux de bois ou de longues tiges noires. Plus loin, des engins creusent la terre. À un moment, tous se réunissent et se bouchent les oreilles avec leurs doigts en fixant un vieux bâtiment. Nathalie presse un bouton rouge et le bâtiment explose en 4 endroits simultanément avant de s'effondrer sur lui-même et de s'effacer derrière un nuage de poussière. Ma servante travaille à faire exploser des maisons. Une fois que le nuage s'est dissipé, les véhicules commencent à pousser les gravats. Comme je regrette que Pythagore ne soit pas avec moi pour m'expliquer en détail ce que signifie toute cette agitation humaine. C'est donc cela le travail, cette activité qu'accomplit tous les jours ma servante quand elle ne s'occupe pas de moi. Pour mieux comprendre, je me balade sur le site. Je suis tellement absorbé dans ma contemplation que je ne remarque pas un véhicule qui circule et manque de m'écraser. Je n'ai que le temps de faire un bond sur le côté. J'atterris alors dans une flaque noire, une sorte d'huile collante dont la consistance est si visqueuse qu'elle ralentit mes mouvements. Je suis complètement recouverte de cette substance gluante qui m'empêche de me relever. Je me débats, je miaule et finis par attirer l'attention de quelques humains. Des mains me saisissent et me sortent de cette mélasse noire pour m'enrouler dans une serviette. Je me laisse faire. Les deux hommes qui m'ont sauvé poussent des petits jappements, ce que Pythagore appelle rire, et un attroupement se forme peu à peu autour de nous. Lorsqu'elle me reconnaît, Nathalie, surprise puis énervée, m'attrape par la peau du cou. Je ne me débats toujours pas, ça me rappelle mon enfance, quand ma mère me transportait en me tenant ainsi. J'anticipe le pire, et évidemment, le pire se produit. Nathalie m'amène dans un local pourvu d'un lavabo, et là, sans me lâcher, elle ouvre le robinet de sa main libre. Je miaule à m'en rompre les cordes vocales, et une fois de plus, je peux mesurer les inconvénients de n'avoir pas encore réussi à établir un dialogue qui fonctionne. Elle continue imperturbablement ses gestes qui ne laissent rien présager de bon. Pour les instants qui vont suivre, elle sait pourtant que je ne supporte pas la moindre humidité, a fortiori le contact direct avec l'eau. Cette fois-ci, je m'agite, mais elle me tient fermement et ne desserre pas sa prise. Elle verse ensuite dans le lavabo une poudre blanche qui mousse, puis même si dans ma panique je parviens à lui griffer les mains, elle commet l'irréparable et me trempe dans ce petit bain. Quelle sensation ignoble! Elle m'enfonce dans l'eau, m'en recouvre, mes longs poils noirs et blancs sont alourdis, et pour ajouter à mon supplice, elle se met à me frotter avec la mousse blanche qui surnage. L'huile noire se dilue progressivement. Je pensais pouvoir traverser une existence entière sans avoir à prendre un bain, et voilà que ma curiosité, ma volonté de découvrir ce qu'est le travail humain, se solde par cette
assister au spectacle, continue de rire, puis elle me met dans une caisse fermée, vu qu'il fait jour. Et pour oublier cette humiliation, je m'endors dans cette prison molle. Une question me taraude. Serai-je un jour complètement sèche ou vais-je rester dans ma vie, toute ma vie légèrement humide? Quand je me réveille, je suis encore dans la caisse, mais elle a fait des trous et je peux voir à l'extérieur son lieu de travail. La lumière a baissé et la journée touche donc à sa fin. Je la vois à travers l'un des orifices enlever son casque jaune. Je vais enfin retrouver ma maison, le divan près du feu de cheminée, et me débarrasser de cette substance ignoble qui est cette eau. Même me nourrir semble secondaire. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir découvrir ce que font les humains durant la journée? Dans ma caisse, je me rends compte que nous remontons dans le ventre du monstre souterrain. Tout en me léchant, je sens le goût irritant du savon, l'arrière-goût de l'huile noire dans laquelle je suis tombé, le goût de l'eau et, pour ne rien arranger, à peine sommes-nous arrivés à la maison que Nathalie allume une cigarette. Puis elle déclenche la télévision et des images d'humains en train de parler apparaissent, des humains gisant morts au milieu de flaques de sang, des humains qui courent, des humains très en colère qui crient et brandissent des drapeaux noirs. Nathalie a l'air plus nerveuse que d'habitude, mais en représailles de ce qu'elle a osé me faire subir, l'humiliation de ma vie, je ne viens pas ronronner sur sa poitrine pour la rassurer. Ma servante perçoit probablement mon reproche, car pour essayer de se faire pardonner, elle saisit son sèche-cheveux et commence à me propulser de l'air chaud dans la fourrure. Je préfère m'enfuir en haut du réfrigérateur. Par la fenêtre de la cuisine, je repère que le soleil a décliné et qu'il va bientôt faire nuit. Mais j'ai trop honte, avec mon poil mouillé, pour retrouver Pythagore. Tant pis, je décide de descendre de mon promontoire pour me gaver de nourriture. Félix me salue et me demande où j'étais parti. J'ai envie de lui raconter l'histoire, mais aussitôt, je réalise qu'un Angora pure race ne comprendra rien à des notions aussi subtiles que le travail, la guerre, les dinosaures, les Égyptiens, le rire ou Dieu. J'ai presque pitié de lui. Son monde se limite à sa gamelle, la cuisine, le salon, notre servante, un monde étriqué pour un esprit sans envergure. Il ne se doute même pas que Basté était le nom d'une déesse égyptienne au corps de femelle humaine et à tête de chat. Dois-je l'instruire? Pour l'instant, la priorité est de poursuivre mon propre enseignement, et je ne vois pas pourquoi je devrais l'inquiéter avec des notions qui le dépassent. Que pourrais-je lui dire? Finalement, Félix est heureux car il est ignorant. Je le plains et l'envie en même temps. Il me voit l'observer et secouer la tête. Son interprétation erronée du monde l'amène à penser que je lui reproche de ne plus me faire l'amour. Alors il saute un bond sur l'étagère où se trouve le bocal, avec ses testicules perdus, et me les montre avec nostalgie. Ah, les mâles, il faut toujours qu'il ramène tout à ça. Je lui tourne le dos en dressant ma queue pour lui signifier mon désintérêt, et je repars observer Nathalie. Elle téléphone dans le salon, va vers la cuisine, mange de la nourriture jaune qui fume. Elle se rend dans sa chambre, se déshabille, se dirige vers sa salle de bain. Je la suis à distance. Elle se lave avec de l'eau et du savon, et elle a l'air de prendre un plaisir pervers à être mouillée. Puis, elle se plante devant le lavabo, se démaquille, applique sur son visage sa crème qui sent les herbes, va se coucher. Elle m'appelle, mais je fais semblant de ne pas entendre. Je ne viendrai pas ronronner à ses pieds, ni même me coucher près d'elle pour l'aider à s'endormir. Au lieu de ça, je m'avance vers le balcon de la chambre et aperçois mon collègue siamois. J'émets un petit miaulement triste qui attire son attention. Je voudrais bien te voir, Pythagore, mais je ne suis pas présentable. J'ai dû subir un bain. Je ne suis pas là pour te juger, Basté.
Viens, allons trotter ensemble dans les rues de Montmartre. Cela t'aidera à sécher. Quand nous nous retrouvons en bas, il y a un geste. Il a un geste affectueux et nous nous touchons le museau plusieurs fois. Je sens sa truffe rose humide contre la mienne et cela me provoque de petites décharges électriques dans le museau. Décidément, je crois que j'éprouve un sentiment très fort pour lui et plus il me résiste, plus ce sentiment croît. C'est une rencontre entre nos deux esprits. Le sien me fascine. Je déglutis et me retiens de lui exprimer mon attirance. Tandis que nous marchons, le vent dans mon poil humide me donne une insupportable sensation de fraîcheur. Je frissonne. Nous rejoignons le sommet de la tour du Sacré-Cœur et je lui raconte alors mon enquête sur le travail humain et son si terrible dénouement. Et ils en rient. Moi j'aimerais bien savoir rire, commente Pythagore. Nous avons le ronronnement. On dirait que parfois le rire leur procure un plaisir extrême, quasi sexuel. Ma servante glousse exactement de la même manière quand elle rit et quand elle s'accouple. Soudain, au loin, nous voyons une explosion. J'ai vu cela aujourd'hui, sur le chantier, mais je ne savais pas qu'il travaillait aussi la nuit. Non, si cela arrive la nuit, c'est que ce n'est pas une explosion de travail. Ça, c'est un attentat terroriste. Vu l'emplacement, il me semble que c'est la grande bibliothèque qui est touchée. Depuis que la guerre s'amplifie dans le monde, les terroristes tentent de déstabiliser notre ville par des carnages. Il y en a déjà eu plusieurs ces temps-ci. Parfois, comme tu l'as vu, ils tirent sur les écoliers. Parfois, ils se font eux-mêmes exploser. Au milieu de la foule, en général, dans des lieux culturels. Pourquoi agissent-ils ainsi? Ils obéissent à des ordres. Au loin, l'explosion se transforme en incendie. Qui leur ordonne de se comporter ainsi? Pythagore ne me répond pas. Je m'étire dans plusieurs positions pour garder contenance. Puis, je change de sujet. Ce qui m'ennuie, c'est que nos serviteurs humains prennent des décisions sans tenir compte de notre avis. Je me souviens de la manière dont s'est passée ma rencontre avec Nathalie. J'étais alors une très jeune chatonne et je vivais à la campagne. Je courais dans les herbes, je grimpais aux arbres, je côtoyais des escargots, des hérissons, des lézards. Et puis, un jour, nous avons été conduites, ma mère et moi, dans un lieu rempli de cages et d'animaux de toutes sortes, des oiseaux qui parlaient, des poissons multicolores, des chiens, des chats, des écureuils, des lapins. Probablement une animalerie. Plusieurs jours ont passé, et puis j'ai été séparé de ma mère et installé au milieu d'autres chatons, derrière une vitre transparente qui donnait sur la rue. Ils mettent les plus mignons en avant pour attirer les clients. Et un matin, Nathalie est apparue. Elle a observé tous les chatons qui m'entouraient, puis, finalement, elle a pointé son doigt vers moi et prononcé une phrase. Elle a dû dire « Je veux celui-là ». Alors, une main m'a attrapé et j'ai été déposé dans ses bras. Un destin normal de chat. Ensuite, elle m'a regardé et s'est mise à répéter ce mot « pasté ». Beaucoup ont viré ta place. Les chatons qui n'ont pas été pris ont probablement été éliminés. On appelle cela les invendus. Pythagore continue d'observer le point lumineux où a eu lieu l'explosion et qui continue de flamber. Je ne sais pas si tu l'as senti, Pasté, en regardant les actualités à la télévision de ta servante, mais c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de morts et aussi de plus en plus d'humains qui veulent tuer leurs congénères. À mon avis, la religion pourrait les sauver, dis-je. La religion, pour l'instant, c'est plutôt cela qui les ronge et les pousse à l'autodestruction. Parce qu'ils se sont trompés de divinité à vénérer, je suis pour le retour au culte de Pasté. Il secoue la tête et je perçois à quel point l'explosion de la grande bibliothèque l'a troublé. Veux-tu ta troisième leçon sur l'histoire des hommes et des chats? Questionne-t-il. Je m'installe le plus confortablement possible sur mon support de pierre et tends mes oreilles bien en avant. C'est le moment
que je préfère. Les Égyptiens formaient donc une civilisation ayant connu un développement fulgurant avant d'être détruite par la guerre, avec le terrible Cambyse II, tueur de chats. Les Hébreux, jadis esclaves en Égypte, s'étaient libérés et avaient fui vers le nord-est jusqu'au territoire de Judée, où ils s'étaient installés, fondant des villes et développant le commerce depuis leur port. C'est quoi le commerce? C'est une des formes les plus anciennes du travail, qui consiste à échanger de la nourriture ou des objets venant d'un endroit contre des denrées d'un autre endroit. Les Hébreux, il y a 3000 ans, sous l'égide de leur roi David et Salomon, constituèrent une flotte de bateaux de commerce, mais ils s'aperçurent que les réserves de nourriture qu'ils emportaient étaient souvent détruites par les rats et les souris. Les rois ordonnèrent donc que des chats les accompagnent systématiquement. C'est ainsi que les chats commencèrent à voyager sur de plus grandes distances, d'abord en Méditerranée, puis sur la terre ferme dans les caravanes de chameaux. Nous n'étions utilisés que pour protéger la nourriture humaine contre les rongeurs. C'est quand même un peu décevant. Partout où les commerçants débarquaient, ils abandonnaient les chatons nés sur les bateaux. Ceci avait beaucoup de succès auprès des populations humaines qui ne les connaissaient pas encore. Cependant, au fur et à mesure que les chats se répandaient, apparut un clivage entre les humains qui aimaient la compagnie des chats et ceux qui aimaient la compagnie des chiens. Au loin, l'incendie de la grande bibliothèque perd progressivement de son ampleur. Les amateurs de chats aimaient en général leur intelligence, quand les amateurs de chiens aimaient la force. Les premiers aimaient la liberté, les seconds l'obéissance. Les uns aimaient la nuit, les autres aimaient le jour. Les deux camps sont donc complémentaires. Ce n'est pas ainsi qu'ils voyaient les choses. Déjà à l'époque, il n'était pas rare que ceux qui aimaient les chiens leur demandent de traquer les chats. Dans certains villages, il y avait des battues pour en capturer et en tuer un maximum. Tu disais que nos ancêtres étaient embarqués sur des bateaux, mais ils ne savaient pas nager, si. Justement, les humains sur les bateaux savaient que les chats allaient tout faire pour que le bateau ne coule pas. Et les chats devenaient de plus en plus intelligents. Il fallait aider les hommes à anticiper les problèmes qui auraient pu les forcer à affronter l'eau. Ils sentaient les tempêtes à l'avance. D'ailleurs, puisque tu sais tout, j'aimerais bien savoir pourquoi les chiens savent nager et pas nous. De ce que j'en sais, c'est parce que notre peau et notre poil sont différents, mais il paraît que certains chats aiment l'eau. Personnellement, je suis comme toi, je déteste l'idée même d'être mouillé. Je frissonne au souvenir de mon bain de tout à l'heure. Nous avons l'un comme l'autre connu des moments difficiles ces derniers jours. Les chats ont donc été dispersés à partir de la Judée. Des textes datant de 1020 avant Jésus-Christ évoquent l'arrivée des premiers chats en Inde. L'Inde, c'est quoi ça? C'est où? C'est un grand pays à l'est. Les commerçants se mirent à nous échanger contre des épices. Dès qu'ils nous découvrirent, les Indiens nous adorèrent. Ils reprirent le culte d'une déesse à corps humain et tête de chat, mais lui donnèrent un autre nom, Sati. Elle était elle aussi considérée comme la déesse de la fécondité. Ces humains hindous devaient être très subtils pour avoir ainsi restauré mon culte. Les statues de Sati étaient creuses et leurs yeux illuminés par une lampe à huile disposée à l'intérieur afin de faire peur aux rongeurs et d'éloigner les mauvais esprits. Ça devait être très beau. Les hindous pensent que ce sont les chats qui ont appris aux humains le yoga, gymnastique basée sur des étirements comme les nôtres, et la méditation dérivée de nos siestes profondes. Cette dernière phrase me donne envie de procéder à de nouveaux étirements, alors je passe ma patte droite au-dessus de ma tête pour me lécher le ventre. En l'an 1000 avant Jésus-Christ,
Les chats arrivèrent en Chine, un pays encore plus à l'est, et encore plus grand. Les commerçants échangèrent nos ancêtres contre de fins tissus de soie, des épices, de l'huile, du vin et du thé. La dynastie des Zhou, qui régnait à cette époque, fit des chats un symbole de paix, de sérénité et un porte-bonheur. Ils créèrent eux aussi une divinité à notre gloire, la déesse Li Shu, qui avait l'apparence d'un chat. Le culte de Basté a donc perduré. Les chats ne conquirent pas seulement les territoires de l'Est, mais aussi ceux du Nord. En 900 avant Jésus-Christ, on évoque l'arrivée de nos ancêtres au Danemark. Ils donnent naissance au culte de la déesse de la fertilité, Freya, dont le char est tiré par deux chats sacrés. Le premier est nommé Amour, le deuxième Tendresse. Je ne sais pas ce que sont le Danemark, ni la Chine ou l'Inde, et encore moins la Judée. Ce que je perçois du récit de Pythagore, c'est que les chats, qui se trouvaient seulement en Égypte, à une certaine époque, ont utilisé des hommes voyageurs pour étendre leur influence sur des territoires de plus en plus vastes. Pour la première fois, je demande à Pythagore qu'il revienne sur son récit pour m'expliquer chaque mot que je n'ai pas compris. Je lui demande de me décrire les décors, les vêtements, l'apparence et la nourriture des peuples humains évoqués. Il ne rechigne pas à satisfaire ma curiosité. Désormais, je ne veux plus qu'un mot soit prononcé par lui sans que je le comprenne. Pythagore ne semble pas étonné par ma requête. Il est patient, revient sur chaque expression et m'explique la mentalité humaine qui la sous-tend afin que mon champ de compréhension s'élargisse. Je lui demande une fois de plus comment il sait tout ça. Il dodeline de la tête, comme s'il hésitait, semble prêt à me révéler ce qu'il me cache depuis notre première rencontre. À ce moment, une détonation toute proche retentit. Il me fait signe de le suivre. Une fois les marches de la tour dévalées, il fonce dans la direction d'où semblait provenir ce son inquiétant. Nous galopons et parvenons à une large avenue très éclairée. Il y a des milliers d'humains rassemblés en deux groupes qui se font face. Pythagore m'indique que nous verrons mieux en hauteur depuis les branches d'un arbre. Nous grimpons donc sur un platane. C'est cela la guerre. Pythagore ne daigne pas me répondre et me fait signe d'observer comment se comportent ces individus. Ceux du groupe de droite brandissent des drapeaux noirs et scandent la même phrase. Face à eux, le groupe de gauche est composé d'humains, tous vêtus de bleu marine, avec des casques surmontés de bandes jaunes. Ils ont des boucliers et des bâtons. Eux n'ont pas de drapeau et sont silencieux. Les deux groupes semblent attendre quelque chose. Cela sent très fort les hormones mâles, et je perçois dans mes moustaches une onde de pure exaltation. Une bouteille enflammée est lancée en direction du groupe des bleus marines qui s'écartent à temps. Le projectile explose sur le sol et s'étend une flaque lumineuse. Aussitôt, les autres ripostent en lançant des objets qui déploient de longs panaches de fumée. Non, ce n'est pas la guerre, pas encore. Ce que tu vois, ce sont juste les prémices de la confrontation. Ceux en uniforme sont les défenseurs du système en place. Les autres sont ceux qui veulent le détruire. Lesquels ont raison? Est-ce que cela a vraiment une importance? Soudain, les porteurs de drapeaux noirs chargent les uniformes bleus. Choc des deux groupes qui se battent désormais au corps à corps. Les poubelles brûlent. La fumée des projectiles devient irritante. Les humains crient, hurlent, courent, se frappent à coups de poing. À coups de pied, certains se mordent, ils grimacent, éructent, déchirent leurs vêtements. L'air commence à devenir piquant et j'ai du
au ventre. Je vomis. Et tu dis que ça, ce n'est pas encore vraiment la guerre. Ce n'est plus du terrorisme, mais ce n'est pas encore la guerre civile. C'est seulement une manifestation qui dégénère. Ils n'utilisent pour l'instant que des cocktails Molotov, des bouteilles qui flambent, et des grenades lacrymogènes. Les projectiles qui font de la fumée. Tu sauras que c'est la guerre. Quand, au lieu d'avoir des uniformes bleus ou des vêtements normaux, ils seront tous vêtus dans les deux camps d'uniformes verts. Je suis étonné de l'acharnement que mettent ces humains à se détruire mutuellement. J'ai du mal à respirer. Cette fumée est encore pire que celle des cigarettes de ma servante. Je miaule. Pourquoi m'as-tu amené ici? Je voulais que tu constates ça de près. Il faut aussi que tu saches que ce qui se produit ici se passe également dans d'autres grandes villes de France, d'Europe, du monde. C'est comme une fièvre hystérique d'agressivité qui les touche tous. Certains humains pensent que ça pourrait être lié à des taches solaires qui perturbent leur sens et les poussent à s'entretuer. Il paraît que cela se produit tous les 11 ans. En tout cas, ce que tu as vu en est la preuve. Ils sont dans une phase d'autodestruction. Et cette fois-ci, cela a pris une ampleur étrange. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés au dernier épisode de leur évolution. Je reste à les observer, hypnotisé par le spectacle, malgré mes yeux et mes poumons brûlants. Au bout d'un moment, je secoue mes oreilles. Il est temps de rentrer. Alors, nous abandonnons ces humains à leur manifestation et rentrons à l'abri dans nos maisons respectives. Je passe par la chatière et m'étends dans mon panier. J'ai enfin un objectif ambitieux dans la vie. Rétablir ici et maintenant, dans ce pays et dans tous les autres, le culte de la déesse à tête de chat. Et ainsi, les humains seront à nouveau en paix, unis dans ma dévotion. Et voilà pour le chapitre 9. Chapitre 10. Incident à Paris. Je dors beaucoup et longtemps, peut-être une journée entière ou deux. Il m'est déjà arrivé de dormir 3 jours d'affilée sans m'en apercevoir. Toujours est-il que je me réveille alors qu'il fait encore jour, complètement épuisé. Je me renifle. Il y a encore dans mon poil des relents des gaz de la manifestation. Je lèche ma fourrure, là où les odeurs sont les plus significatives. Puis, je régurgite des boules de poil qui roulent devant moi. Je repense à ce que m'a dit Pythagore la dernière fois que nous nous sommes vus. Il va falloir que je trouve le moyen de bien mémoriser les informations pour pouvoir un jour instruire à mon tour mes congénères. À bien y réfléchir, si Pythagore révélait ses connaissances à d'autres chats moins intelligents, non seulement ces derniers le prendraient pour un fou, mais ils risqueraient de surcroît de vouloir l'éliminer. Moi, je suis évolué. Je peux comprendre, mais pour les autres, ces connaissances paraîtraient forcément bizarres, abstraites, voire pure folie. Quand on s'est habitué au mensonge, la vérité a l'air suspecte. Félix est en train de manger dans sa propre gamelle. Qu'est-ce que quelqu'un comme lui pourrait comprendre aux révélations extraordinaires dont j'ai bénéficié? La connaissance oblige à changer d'état d'esprit et personne ne veut remettre en question sa vision limitée du monde. Je vomis à nouveau quelque chose d'âcre au fond de ma gorge. Bon sang, la guerre, ce n'est vraiment pas bon pour la santé, car on en sent même les effets néfastes le lendemain. Je crois que je ne la digère pas. Félix me rejoint. Il n'a pas osé me réveiller et semble tout joyeux de pouvoir enfin me saluer. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je vis avec lui et je constate qu'il a beaucoup grossi. Voilà ce que notre espèce a perdu en s'alliant avec les hommes. L'oubli de la nécessité de l'effort. Nous ne courons pas assez, nous n'avons pas assez peur, nous ne nous lançons plus de défis, nous ne faisons que gérer un quotidien terriblement confortable et répétitif. Si rien ne bouge, peut-être que moi aussi, je finirai comme lui, obèse, immobile, sans aucun projet de vie, et en plus, satisfaite d'être ainsi. Je monte dans la chambre
ma servante, pénètre dans sa salle de bain et grimpe sur le lavabo, où, il me semble, avoir vu un miroir. Maintenant que je sais à quoi cela sert, je n'ai pas peur de me placer bien en face, en me tenant en équilibre, sur le rebord en porcelaine. Je m'observe. Alors, je m'aperçois que moi aussi, j'ai pris du volume. Suis-je malade? J'ai vomi ce matin, et en plus, je me suis enrobé. Je ferme les yeux et analyse mes sensations intérieures. Soudain, c'est l'évidence. Je suis enceinte. Je réfléchis. Se pourrait-il que ce soit les œuvres de Félix? Probable. Du coup, je n'ai qu'une envie, donner la primeur de cette information à mon voisin siamois. Comme je suis trop lourde pour tenter le saut de balcon à balcon, je descends et sors par la chatière. Je me pénètre ensuite dans sa maison. Pythagore, Pythagore, je vais être mère. Aucune réponse, pas de signe de sa servante Sophie non plus. Serait-il possible qu'il ne soit plus là? Comment vais-je pouvoir connaître la suite de l'histoire des hommes et des chats? J'inspecte la maison. Quelque chose ne va pas. Son distributeur automatique de croquettes est vide. Son abreuvoir est sec, sa litière intacte. Je monte dans la chambre. Le lit de sa servante est fait, et je ne vois aucune trace indiquant une présence récente. Je me regarde dans le miroir de sa chambre en espérant que celui-ci me donne des informations différentes. Mais non, pas de doute, j'ai pris du volume. En plus, je commence à sentir des trucs qui bougent à l'intérieur de mon ventre. Mes tétons me démangent, je les lèche pour les apaiser. Pauvre de toi, sans Pythagore, ta vie va devenir plus ennuyeuse, me dis-je. Basté. Le cri vient de ma maison. Nathalie est rentrée. Je repasse par les chatières, trotte jusqu'au salon et y retrouve ma servante. Elle porte un petit sac et, à la manière dont elle me caresse la tête, je présume que c'est encore une surprise pour moi. Vu la qualité relative de ces derniers cadeaux, je tempère mon enthousiasme. Elle ouvre un étui en plastique et en sort un collier avec un pendentif doré en forme de boule. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Aurait-elle fini par comprendre qui je suis vraiment? Est-ce une offrande? Nathalie me parle et prononce plusieurs phrases en articulant bien mon nom, mais comme je ne suis pas doté d'un troisième œil, je ne comprends rien à son charabia. Puis elle s'installe face à la télévision et je déduis qu'on y parle des événements d'hier soir. Les dégâts provoqués par l'explosion sont montrés de plus près. Ensuite, je revois des scènes filmées de la confrontation entre les hommes en uniforme bleu marine et les autres qui leur lançaient des... Comment déjà? Ah oui, des cocktails Molotov. Le niveau de stress de Nathalie est à son paroxysme. Elle accomplit un geste que je ne l'avais jamais vu pratiquer jusque-là. Quelque chose de complètement dément. Elle se mord l'extrémité des ongles avec les dents et en arrache de petits morceaux qu'elle recrache par terre. Sur l'écran de télévision, on voit maintenant des humains qui parlent avec des intonations très dures. J'ai l'impression qu'ils s'adressent directement à nous. Certains ont de longues barbes, d'autres des cravates. Ils montrent le poing, crient, froncent les sourcils. Je regrette que Pythagore ne puisse m'informer des dernières évolutions de la situation. Quand Nathalie a fini d'abîmer ses ongles, elle allume une cigarette et se sert une boisson qui sent fortement l'alcool. À nouveau, la nausée m'assaille. Je n'ai pas le cœur à rassurer ma servante, car je me sens fébrile moi aussi. Je passe près de Félix, endormi, puis je file à l'étage, me défouler en enfonçant mes griffes dans un oreiller jusqu'à en faire jaillir des plumes blanches. J'ai l'impression que des jours de plus en plus difficiles s'annoncent pour moi. Comme je me sens bête et comme j'ai envie de devenir intelligente. Et voilà pour le chapitre